j'aime que les véhicules électriques qui font... Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de M. M, non pas le chanteur, mais de la M3. Et oui, on avait déjà vu le marché de la 911, de la Boxster, de la MX5. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'arrêter et de faire un petit focus sur la M3. C'est la version la plus radicale de la série 3. C'est un véhicule sportif qui vient concurrencer directement la Reine 911. Donc elle a quand même de bonnes raisons d'être intéressante. Et aujourd'hui, on va regarder les volumes d'annonces, les pays où elle est le plus représentative. On va regarder les générations qui tiennent le mieux leur prix. On va regarder les exemplaires assez uniques, parce qu'il y a eu certaines générations qui ont eu des exemplaires uniques. On va regarder toutes ces carrosseries. Bref, on va voir tout ce qu'on peut imaginer voir sur la M3. C'est parti! C'est une évidence pourquoi la M3. C'est un modèle qui en est à sa 6e génération, presque bientôt 40 ans. D'ailleurs, on fêtera en 2026 ses 40 ans et on se posera la même question que pour la MX5. Est-ce qu'elle sera toute électrique à ce moment-là? Normalement, oui. Chouette. C'est un modèle aussi qui est assez étonnant, puisque comme je vous l'ai dit, 6 générations. On est parti avec un 4 cylindres, on a eu un 6 cylindres en ligne, atmosphérique. On est au double turbo, on a eu un passage par le V8, on a des carrosseries très différentes, c'était un coupé, ça a été un cabriolet, ça a été une 4 portes, ça a même été dans certains cas un break, ça a été uniquement en boîte manuelle, il y a eu ensuite la fameuse boîte DSG, fameuse et puis plus fameuse après. Bref, il y a un panel qui fait que finalement la richesse de ce modèle qui se voulait être l'archétype même de la voiture qui permet d'embarquer 4 personnes mais qui distille un plaisir de conduite incroyable, ce que globalement la Porsche 911 propose un petit peu moins, a su évoluer parmi les générations, a su énormément différer. Et finalement, ce qu'on peut imaginer avec une première génération, on ne le retrouve pas forcément dans la 4e génération. C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le constat. On débute avec la E30, 1986 comme je vous l'ai dit. Elle va être fabriquée pendant 5 ans, à moins de 19 000 exemplaires, dont 785 cabriolets. Vous me voyez venir pour la suite. Elle a été conçue à l'origine pour être inscrite au DTM, le championnat de tourisme allemand. Elle a connu un tel succès que BM décida de la produire le plus massivement possible. Elle a été produite en 2 cylindres différentes, 2,3 litres 185 chevaux, 2,5 litres 235 chevaux, une seule transmission, la boîte mécanique. Et ce qui caractérise cette version, c'est vraiment son look de voiture de sport par rapport à une série 3. Elle est vraiment élargie, elle a un appendice, elle a un spoiler à l'arrière. Alors, elle est vraiment typée, elle est lookée. Elle a été aussi déclinée en certaines versions très spécifiques qu'on retrouve uniquement dans certains pays. Je nomme la Johnny Cecotto à moins de 500 exemplaires et surtout la Roberto Ravaglia pour l'Italie à moins de 30 exemplaires. Donc vous voyez les petites pépites qu'on peut trouver dans les M3. On passe à la 2e génération, la E36, qui sort en 92 et qui va être produite pendant 7 ans. Et alors là, BM change tout, à de plus grandes ambitions. Ils ont senti qu'il y avait vraiment un territoire à travailler pour eux. Et donc, on est à 71 000 exemplaires produits, donc quasiment 10 000 par an. On a surtout une nouvelle déclinaison, la berline, la 4 portes, qui vient compléter le coupé et le cabriolet, d'ailleurs avec une répartition en volume qui est beaucoup plus hétérogène par rapport à la première génération. Et on a surtout le 6 cylindres en ligne, le fantastique 6 cylindres signé Badger M, qui va procurer une aura encore toute particulière à cette seconde génération, qui aurait pu avoir eu du mal à s'imposer par rapport à l'illustre E30, qui reste de toute façon dans les annales. Rendez-vous compte, le 6 cylindres 3 litres développe 286 chevaux, donc un vrai gain par rapport à l'ancienne génération, ce qui rend sa concurrente, la Porsche 980 TS, comme presque un tout petit peu asthmatique, parce qu'elle est dotée d'un 3 litres 6 qui produit moins de puissance, et même l'illustre Honda NSX développée par Ayrton Senna n'est pas capable de produire autant de chevaux. Donc c'est dire à quel point BM a marqué de son empreinte cette génération avec ce moteur incroyable. On est dans les années 2000 et on arrive à la 3e génération, la E46, qui sera produite pendant 6 ans avec un petit peu plus d'unités, mais ce n'est pas le raz-de-marée par rapport à la première génération. On est à peu près à 80 000 km. Là, on perd la berline. Mais surtout, BM propose une évolution moteur. Comme on l'avait vu, Porsche était déjà au 3 litres 6, donc font évoluer leur moteur BM et ils passent au 3 litres 2. On passe la barre symbolique des 300 chevaux, on est à 343 chevaux, donc en 2 générations, il y a eu un gain notable.
Elle est surtout dotée d'une petite coquetterie. J'aime bien les petites coquetteries dans les automobiles et c'est quelque chose que BM avait mis précédemment dans sa M5. En fait, c'est un compteur avec des diodes, un contour, pardon, n'importe quoi le compteur. Contour avec des diodes qui, tant que la voiture n'a pas atteint une certaine température moteur d'huile, sont en rouge pour montrer jusqu'où se situe la zone rouge, qui est donc, de par ce fait, évolutive. Et quand la voiture est bien chaude, eh ben, toutes les diodes s'effacent et donc la zone rouge est vraiment la zone rouge qui est inscrite sur le compteur contour kilométrique. Petite anecdote. Bon, cette génération est aussi l'occasion pour BM de peaufiner un peu sa boîte SMG qui avait été un petit peu décriée par rapport à la longueur des temps de passage entre chacun. Donc là, il y a vraiment eu une amélioration, même si on n'est pas égal à ce que Ferrari proposait à l'époque. Bon, et c'est surtout cette génération qui propose un modèle emblématique, comme parfois BM peut le proposer avec ses M3. Je veux parler de la CSL, qui vient célébrer les 30 ans de la fameuse 3 litres CSL, qui ne reprend donc ce terme CSL pour montrer qu'elle a été allégée. Globalement, on parle de 200, 150, 100 kg, bref, elle a été allégée. Elle a surtout aussi eu un petit gain de puissance, qu'elle passe à 360 chevaux au lieu de 343 chevaux. Mais ce qui en fait son exclusivité absolue, c'est qu'elle a été produite à moins de 1000 exemplaires. Et donc, c'est un modèle ultra recherché qui a un look qui, encore aujourd'hui, n'est pas du tout daté. En tout cas, c'est une de mes préférées personnellement. 2007, quatrième génération. Et alors là, on change, BM change pas mal de choses. Déjà, il réintroduit la carrosserie berline, mais c'est surtout pour se mettre au goût du jour et ne pas se laisser un peu tailler des croupières par Audi et Mercedes. Il adopte le V8. C'était aussi la grande époque où BM était en Formule 1, et donc c'était l'épopée de ces formidables V8. Donc la BM hérite d'un V8. Ce sera la seule génération qui aura ça, qu'on retrouve en boîte classique manuelle ou en SMG, avec là encore une voiture hallucinante, une version spécifique hallucinante. Je veux parler de la GTS, produite à moins de 200 exemplaires, qui reste quasi introuvable et qui est encore une fois le pinacle de ce qu'on peut retrouver, un peu comme chez Maserati avec la Chamal, c'est-à-dire une voiture compacte dotée d'un V8, et Dieu sait quel V8 BM savait faire, et on retrouvait déjà des V8 dans les générations de M5. Bon, là vous l'aurez compris, patatrac, patatrac pour moi, la 5e génération, la F80. Bon, on dit adieu au V8, c'est plus déjà trop d'actualité, ça consomme un peu trop, c'est un peu lourd, ça met beaucoup de poids sur l'avant. Qu'est-ce qu'on doit constater? Parce que là, ça fait un petit peu mal. Oui, on voit qu'au total, la production se tourne autour de 25 à 30 000 exemplaires. Chose, j'avais oublié de remarquer déjà, que la génération précédente avait également fait, c'était la première fois que le volume de production global était inférieur à la génération suivante. Les 3 premières générations ont cessé de grossir, 4e et 5e génération, voilà, on sent qu'il y a peut-être moins d'impétence pour ces voitures-là. On sent aussi que le prix global de la voiture est peut-être plus important, que donc les clients sont plus durs à trouver. Bref, on quitte le V8, mais c'est surtout qu'on revient à un 6 cylindres, mais non pas en ligne, mais un biturbo. Alors certes, la puissance fait un gain vraiment important. Surtout, on voit que cette voiture s'embourgeoise quand même un petit peu, parce qu'elle fait pour la première fois sur une M3 appel à une transmission X-Drive, donc 4 roues motrices. Donc les fous du free drift, les fous de j'ai envie de mettre la voiture dans tous les sens et je fais appel contre appel pour essayer de la faire glisser, sur circuit bien évidemment, vont être un petit peu plus à la peine. Et ça, c'est peut-être l'annonce d'une voiture un petit peu moins radicale. Enfin, globalement, depuis la première E30, elle se déradicalise pour s'embourgeoiser et pour être capable d'offrir quelque chose qui est plus simple pour tous les jours. Mais patatrac, BM ne nous a pas rendu la vie facile, parce que c'est cette fameuse 5e génération, la F80, qui va connaître une scission. Eh oui, ni plus ni moins une scission, parce que BM va introduire la M4 et donc faire une distinction entre la berline, qui va continuer à s'appeler M3, et la M4 qui ne sera plus que en coupé. Et donc ça va rendre la comparaison plus complexe, parce qu'on n'a pas un tout, une entité. Et donc, je considère qu'on va s'arrêter là et que la 6e génération, déjà qui est en cours encore de production, va un petit peu échapper, parce que là, vraiment, il y aura la berline, un peu comme pour la précédente. Mais voilà, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut surtout dire qu'on attend avec impatience 2026, qui fêtera
les 40 ans de la marque, et Dieu sait qu'au moment où on imaginait qu'elle serait qu'électrique, la tendance actuelle du marché et la faiblesse des ventes en électrique peut laisser peut-être espérer. Bon bref, on attendra 2026, on va être patient. Actuellement, il y a à peu près 9035 annonces de M3, toutes générations confondues. Si on regarde le top 3, on se rend compte que c'est l'Allemagne, sans trop d'étonnement, qui est en haut du score avec 1500 annonces, suivi par les États-Unis à 1000 annonces, mais, Eureka, la France est en troisième position, ce qui permet de se dire qu'on a finalement une offre assez dense, assez riche, ce qui évite d'aller regarder forcément tout de suite sur d'autres pays pour aller chercher le modèle de ses rêves. Attention tout de même, je vous ai dit top 2, c'est les États-Unis. Les États-Unis, sur certaines générations, ont eu des modèles très spécifiques. Le design est bien sûr le même, mais les motorisations est très identifiée américaine et n'étaient pas du tout les mêmes que nous. Et donc, je dis attention parce que certaines de ces voitures ont connu un transatlantique et donc se retrouvent en territoire européen, parfois en Pologne, parfois en Suisse, et ne sont pas, quand elles sont mises en vente, toujours annoncées comme telles. Donc il faut faire très attention parce qu'en termes de carte grise et surtout de valeur de revente, on n'est pas sur les mêmes produits. Je vous ai donné les volumes globaux. Si on regarde un peu maintenant génération par génération, ça suit la tendance de production, donc sans surprise, c'est la 4e génération qui est la plus représentée avec à peu près 1700 annonces, tout pays confondu, encore une fois. La moins représentée, si on suit cette logique, c'est évidemment la E30, la première génération. Mais alors attention, les scores sont vraiment faibles. 250 annonces, encore une fois, là, tout pays confondu. Donc je suis français, je cherche absolument une E30. Il y a quand même des chances que je sois un petit peu obligé de regarder dans les pays limitrophes parce que franchement, sinon l'offre va être très réduite. Maintenant, quand on a dit ça, on peut s'intéresser au prix. C'est ce qu'on va regarder directement. Je ne vais pas vous faire un gros teasing. Évidemment, c'est la E30 de par ses volumes, sa rareté, et puis la first of the generation qui va chercher le plus d'argent. Mais on va rapidement regarder un petit peu quelles sont les tendances des prix marché pour toutes les générations et surtout leur évolution dans le temps. Est-ce qu'elles ont toutes monté? Est-ce qu'elles sont d'abord descendues? Est-ce qu'elles sont remontées? Bon, voilà. En quelques slides, on va regarder tout ça. Donc, globalement, prix marché pour la E30, environ 100 000 euros. Ensuite, les deux autres générations, c'est assez simple, on tourne toujours sur les mêmes prix, 40 000 euros. La 4e génération, 48 000 euros. Encore une fois, quand je vous donne ces prix, c'est des prix marché qui prennent l'intégralité des annonces. Il y aura des prix moins chers, il y aura des prix plus chers. C'est aussi pour une structure de kilomètres à peu près apparente. 5e génération rupture, on est à 55 000 euros. La 6e génération, là encore, je ne vais pas en parler parce qu'elle est actuelle. Elle a été présentée en 2020, donc voilà, on est vraiment sur de la jeune occasion plutôt que sur des véhicules de collection. Maintenant, on va regarder les tendances et les évolutions. On vous met directement les graphiques et comme ça, on a toutes les informations en un seul slide. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que depuis 5 ans, la cote de la E30 en France a pris 11% et qu'elle se situe autour de 70 000 euros. Qu'en Allemagne, elle a également à peu près la même tendance. Donc, de toute façon, vous les voyez. On vous a donné pour toutes les générations. On a introduit une petite évolution sur la 3e génération puisqu'elle a existé aussi en berline. Donc, on s'est amusé à regarder si finalement la déclinaison berline avait une approche en termes de prix marché qui était similaire ou non. On en arrive à la E90. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate qu'elle est en train de décroître depuis la fin de 2023. Ce qu'on n'a pas constaté sur les générations précédentes. Elle est à moins 3% en France, elle est à moins 1% sur les 6 derniers mois en Allemagne, mais que ce soit en France ou en Allemagne, la décote est à peu près équivalente. Même si en Allemagne, l'évolution a énormément pris, puisque sur les 5 ans, elle a fait plus 30%, alors qu'en France, elle avait fait plus que 15%. Et naturellement, ce qu'on a pu constater sur la 4e génération s'envisage encore un peu plus sur la 5e. Elle est en train de décroître, mais ça, c'est la vie naturelle de toute voiture de jeune occasion. Elle monte pas, elle descend, et puis c'est à un moment l'inversion de la tendance qui peut remonter ou baisser. C'est ce que l'on voit là. Bien, alors là, on s'est amusé. Bon, non, est-ce que c'était vraiment amusant? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a analysé la tendance du marché. Ce qui est rigolo, c'est de voir les pics surtout en hauteur, parce que forcément, on trouve toujours des voitures. Alors, des poubelles ou pas de poubelles, mais au Royaume-Uni, et le côté volant à droite fait qu'on a quand même des exemplaires de M3
pas les générations les plus sympathiques qu'on peut trouver sous les 5000 pounds, mais attention là encore, la TVA, et puis alors franchement une M3 avec volant à droite, ça ne doit pas être simple tous les jours. Donc là on va regarder, on va faire un focus très précis sur quelques annonces qui sont les plus représentatives des modèles les plus chers pour chacune des générations. Commençons par la E30, sans surprise c'est la Sport Evolution. Alors en cabrio, je sais que là, ça frotte un peu pour les amateurs réellement friands de la M3 qui considèrent que le cabriolet c'était un petit peu pour le show-off et ça galvaudait complètement le plaisir de cette E30. Si on prend une Sport Evolution en version coupée, on peut trouver des exemplaires à 250 000 € comme ceux que vous pouvez voir juste là. Mais vous croyez que je vous ai trouvé la plus chère? Non, pas du tout. Non, la plus chère de E30 Sport Evolution, elle est en Angleterre et elle coûte 359 000 €. Eh oui, 359 000 €. Rendez-vous compte, le joyeux propriétaire qu'il a acquise au début, bien qu'elles étaient très chères à la sortie de catalogue, mais enfin bon, la plus-value est énorme. Est-ce que la E30 est la seule à pouvoir aller taper des scores aussi importants? Eh bien non, la E36, on la retrouve aussi. On la retrouve sur des véhicules à plus de 150 ou 200 000 €. Bien évidemment, ils sont dans des conditions vraiment optimum. Ils ont eu très peu de kilomètres roulés. Ils ont généralement qu'un seul propriétaire. On les retrouve à la fois dans les annonces, mais certaines fois aussi sur des ventes aux enchères. Et notamment, il y a eu une vente à Munich pour certaines voitures qui n'avaient moins de 5000 km. Bref, des pépites absolues. C'est toujours étonnant de voir ces modèles-là. À la fois, ça peut crisper parce qu'on se dit, bah, tiens, l'ambition de départ, c'était tout de suite d'imaginer qu'elle soit collectionnable et donc qu'elle me permette de gagner de la valeur. Il n'y a jamais eu l'intention réellement de prendre du plaisir derrière. Mais c'est aussi intéressant de constater que finalement, aujourd'hui, il y a des acquéreurs potentiels qui disposent des moyens et donc de la compréhension du modèle et de l'amour de ce modèle-là et qui sont prêts à aller mettre ces sommes-là pour eux faire l'acquisition. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils vont faire l'acquisition pour rouler ou encore pour se mettre dans cette ambiance un peu spéculative qui est dommage. Bref, vous les voyez, ces exemplaires. À l'inverse, on peut se dire que les dernières générations, elles, subissent des grosses décotes, notamment les berlines qui ne sont pas forcément au goût du jour. Et finalement, c'est presque normal. La M3 a été conçue pour être une version coupée un peu radicale. Aujourd'hui, les voir dans ces versions beaucoup plus bourgeoises, certes, qui reprennent un peu ce que fait Audi avec la RS4, mais bon, on s'éloigne un peu de l'ADN et voilà, il y a peut-être moins d'amateurs pour ce genre de voiture et c'est finalement rassurant. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Ma petite conclusion, finalement, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que là, comme vous l'avez vu, c'est quand même compliqué de se dire, parmi toutes les générations, voilà mes 3 préférés. Il y a eu trop de choix, trop de modèles, trop de carrosseries, trop de choses. J'en retiens une, allez, j'en retiens 2. La E30, parce que c'est la matrice, c'est celle par laquelle tout a débuté, et c'est celle qui a tellement bien fonctionné, qui a fait tellement plaisir que la M3 existe encore. Comment va évoluer le modèle? Je ne sais pas. Moi, j'ai un attachement tout particulier parce que j'ai eu la chance d'en essayer une. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet essai sur la chaîne. Une E90 en V8 en coupé avec une couleur bleue très sympa. Alors l'intérieur est vraiment daté, mais quel plaisir d'avoir la boîte manuelle, d'entendre ce V8 ronronner sans aller chercher des vitesses incroyables, jouer avec cette boîte de vitesse, finalement faire quelque chose qui n'existe plus au catalogue et c'est vraiment toujours ce qui me peine un petit peu. Mais voilà, bon, ce sera mon choix, une E90 V8. Je vous laisse maintenant vous définir quelle est celle peut-être que vous allez posséder, celle que vous souhaiteriez posséder, celle que vous peut-être possédez actuellement, celle qui vous fait le plus frétiller et pour quelles raisons. Mettez vos commentaires, c'est toujours très intéressant d'avoir ces retours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si cette analyse de marché de la M3 vous plaît et que vous avez envie peut-être de voir un peu d'analyse de M5 ou de RS4, eh bien mettez votre pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!